Bonjour à toutes, bonjour à tous ou rebonjour si vous étiez déjà avec nous tout à l'heure et bienvenue ici à Studio M, implanté en plein cœur d'Esprit Meuble et d'Esprit Contract. On est ravis de vous retrouver. Les allées du salon se remplissent en ce dimanche matin, deuxième jour de ce Esprit Meuble 2024, 12e édition. Et eh bien, ce matin, dans ce studio, on va parler de quelque chose qui est quasiment devenu un impératif dans le monde de l'hôtellerie pour se démarquer de la concurrence. Vous l'avez peut-être vu, les ambiances standardisées, place à l'identité unique. Et pour cela, les architectes, les décorateurs, les propriétaires font de plus en plus appel à des artisans d'art ou à ce que l'on appelle des entreprises du patrimoine vivant. Ces dernières apportent leur savoir-faire et permettent de créer finalement cette atmosphère unique tant recherchée par les hôteliers. Alors, en quoi cette tendance est-elle une valeur ajoutée pour les hôtels? Comment ça se passe, le travail entre hôteliers et artisans? On va en parler aujourd'hui avec nos invités. Lison Decaune, bonjour. Alors, il faut prendre le micro pour... voilà. Bonjour. Voilà. Vous êtes la fondatrice des ateliers qui portent votre nom et vous êtes spécialisée dans la marqueterie de paille. On va voir tout à l'heure quelques-unes de vos réalisations. On est également avec Valérie Arnac, bonjour. Bonjour. Vous êtes agente d'artisan d'art au sein de l'agence qui s'appelle l'Agent d'Art. L'agent d'artisan. Voilà, très joli jeu de mots. Et Jean-Michel Lagarde, directeur général de Meljac. Bonjour. Bonjour, Meljac qui est spécialisé dans l'appareillage électrique de luxe. Merci à tous les trois. Et puis on va également remercier Timothée Mendes-Goncalves, directeur de la communication de Blue Petro et du magazine Hotel & Lodge, et Céline Bosset, la rédactrice en chef, qui ont préparé ce débat et cette table ronde d'aujourd'hui avec précision et minutie. Merci donc à eux. Valérie Arnac, on va commencer ensemble. Pourquoi aujourd'hui les hôteliers, les architectes font de plus en plus appel à des artisans d'art? Alors, on met le micro plus près de la bouche. Ouais, voilà, c'est parfait. Excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent maintenant... au-delà, on n'est plus dans la démarche de l'esthétique pure et simple. Maintenant, on est dans une démarche de qualité, de recherche de sens, d'émotion. En faisant appel à des artisans d'art, on fait appel à l'excellence. Et bien évidemment, les artisans d'art et les entreprises EPV qui sont des pôles d'excellence au niveau des savoir-faire, du travail de la matière. On est dans le Graal, on va dire, le Graal de la création. L'entreprise EPV pour les artisans d'art, qui EPV, entreprise du patrimoine vivant. Voilà, pour les entreprises du patrimoine vivant, ne l'oublions pas, c'est un label d'État. Donc les institutionnels se portent presque garants des entreprises qui vont labelliser EPV. L'obtention d'un label EPV répond à des critères stricts et rigoureux qui même protègent la transmission du métier. Et donc pour les hôteliers, faire appel à des entreprises du patrimoine vivant, c'est aussi faire appel à l'excellence et donner à leur lieu une aura particulière. Parce que bien plus que la décoration et l'agencement de l'hôtel de luxe, ils vont pouvoir aussi stratégiquement communiquer là-dessus. C'est ça que j'allais vous dire. C'est la valeur ajoutée, c'est quoi? C'est d'abord la garantie c'est la garantie du bienfait de faire appel à des professionnels, voilà. De donner un supplément d'âme, oui. Et d'avoir une histoire à raconter. Et d'avoir une histoire à raconter, bien évidemment. Et au-delà de ça, je pense que dans l'univers du luxe, le paradigme a changé pour le luxe et bien évidemment pour l'hôtellerie. Maintenant, on est plus dans la recherche donc de la qualité, de l'émotion et de l'histoire. Donc on va ajouter à l'hôtellerie de luxe presque un patrimoine culturel. Et ça contribue à créer un lieu unique, même si c'est au sein d'une grande chaîne. Et donc on crée, chaque lieu devient un lieu unique, et chaque pièce d'artisan d'art deviendra presque l'univers focal de l'hôtel.
Lison Decaune, est-ce que vous diriez que votre profession, au sens large, la profession d'artisan d'art, elle bénéficie aujourd'hui de ce que l'on vient de décrire? Est-ce que vous diriez que c'est une vraie tendance ou est-ce que vous diriez que c'est un effet de mode? Non, j'espère que c'est une vraie tendance et que c'est pas uniquement un effet de mode. Moi, je faisais beaucoup du résidentiel, donc toujours en passant par des décorateurs. Le premier hôtel que j'ai réalisé, c'était le Four Seasons à New York. Le décorateur était Peter Marino. Je travaille beaucoup avec lui et là, il a décidé de faire toute la chambre du propriétaire de l'hôtel en marqueterie de paille. Donc ça a été mon premier hôtel. Et ensuite, il y en a eu d'autres. Et moi, c'était assez inattendu pour moi de faire des hôtels parce que je fais effectivement du résidentiel d'habitude. Et on a fait, par exemple, un très bel hôtel Bulgarie à Paris. On a fait 2 suites. Avenue Georges V. Oui, exactement. Ouais. 2 suites entièrement en marqueterie de paille. On va voir les images. Oui, et la personne, enfin, un des responsable de l'hôtel nous a fait visiter nos 2 pièces et il m'a dit non, ça c'est le Woodward à Genève, un autre hôtel très beau qu'on a fait. Et le responsable de l'hôtel Bulgarie nous a dit ce sont les 2 suites les plus chères. On pensait qu'elles seraient pas tellement occupées et en fait ce sont les plus occupées. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a de la marqueterie de paille et que pour eux c'est un argument de vente de montrer quelque chose quand même d'assez rare et d'assez exceptionnel. En tout cas, ça marche très bien dans l'hôtel Bulgarie, le Woodward aussi. On voit bien hein, ce que vous faites, ce sont des pièces exceptionnelles. Jean-Michel Lagarde, j'allais dire vous faites des pièces qui se voient mais sans se voir. C'est des objets qu'on fréquente au quotidien et qu'on remarque pas forcément parce que vous allez nous montrer la petite pyramide qui est devant vous, mais vous fabriquez des interrupteurs, du matériel électrique, c'est des trucs qu'on a tous chez nous, mais vous y apportez une attention particulière. Pourquoi les hôtels ont décidé aussi, et notamment les hôtels de luxe, ont décidé d'aller travailler particulièrement sur ces détails-là? Alors, parce que le luxe, déjà, c'est le détail, hein, ça on est très clair. Qu'il y a un besoin des designers de créer un véritable univers. Et donc, pour ce faire, quand on a besoin de créer un univers dans le luxe, il faut vraiment aller travailler chaque détail, et en particulier les détails qui vont être utilisés. Un interrupteur, un client qui va rentrer dans sa chambre d'hôtel, je ne sais pas si il regardera forcément toujours la qualité de l'ensemble des agencements qui auront été mis, mais c'est sûr qu'il utilisera les interrupteurs. Ça veut dire que pour vous, c'est aujourd'hui intégré dans l'état d'esprit, que ce soit des décorateurs, des architectes, des hôteliers, et qu'aujourd'hui, il n'y aura plus de retour en arrière quand on veut avoir un certain standing. Ce genre de détails-là, ils font partie maintenant intégrante de ce que l'on doit avoir dans un hôtel? Oui, tout à fait. Et puis je pense que il y a une montée en gamme globale de l'hôtellerie, en particulier en France. Je veux dire, chaque niveau d'étoile essaye d'être un peu plus expérientiel, un peu plus qualitative. Et donc, le luxe doit exister. Avant, simplement, oui, les hôtels de luxe, ils avaient un très bon service, des beaux décors, et ça suffisait. Mais aujourd'hui, cette partie expérientielle, dans des hôtels de gamme plus moyenne, ils cherchent à l'avoir également, et donc les hôtels de luxe, 5 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles, ils doivent se diversifier par ces détails. Là, on a un produit sur la table qui est là. Alors, on va en parler tout de suite. Si vous voulez qu'on en parle tout de suite, mais on va le montrer. C'est un produit qui a été développé pour l'hôtel Meurice. Et bien sûr, il y a un besoin d'histoire. Alors, il y a le logo du Meurice dessus. On a repensé la multiprise, dans lequel. Donc ça va être quoi, sur la table de nuit? Ça va être sur les tables, en fait, sur les bureaux de l'ensemble des suites. D'accord. Il y a un petit bouton qui permet de contrôler la lampe. Donc le concept déplaçable de la multiprise, il est un peu perdu. Mais par contre, vous voyez qu'il y a des prises internationales, il y a une prise française, il y a des prises USB. On a vraiment tout ce dont on a besoin sur le bureau de travail. C'est logoté avec le logo du Meurice. C'est pour la petite histoire. Pourquoi vous pouvez la tourner pour qu'on. Pourquoi une pyramide? Eh bien, c'est parce qu'on est en face de la pyramide du Louvre. Donc, on crée de l'histoire, on crée vraiment de l'univers. Et là, quand on est au Meurice et qu'on est à sa table de travail, dans sa suite. Oui, on voit qu'on est à Paris et qu'on n'est pas ailleurs, et je pense que ça, c'est très important. Et on va quand même reconnaître que c'est vachement plus joli et vachement plus luxe que la multiprise en plastique blanc qui traîne par terre. J'espère. On va pas se mentir. J'espère que ça peut être apprécié comme ça. En tout cas, c'est un vrai objet, et je pense que c'est un objet que les gens vont pouvoir remarquer. Valérie Arnac, là, on a vu Lison qui fait des objets absolument extraordinaires, des pièces uniques. On voit Jean-Michel qui travaille comme ça
sur des pièces, alors qui vont pas être uniques, mais qui vont être démultipliées au sein d'un seul établissement. Est-ce que cette tendance, dont on devine qu'elle sera pérenne, elle concerne toutes les formes d'artisanat d'art? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et enfin, pour moi, effectivement, cet engouement pour l'hôtellerie, enfin, de l'hôtellerie de luxe pour les métiers d'art et les entreprises, donc EPV, pour moi, c'est quelque chose de pérenne. Parce que ce sont les seuls, Jean-Michel l'a très bien dit, ce sont les seuls à pouvoir raconter une histoire et donc s'inscrire dans l'histoire et on va dire, dans l'univers de l'hôtel à refaire. Mais on ne peut que penser, et en tout cas je le souhaite, que ce soit pérenne. Ça va évoluer, le côté esthétique, le côté technologique va évoluer, mais ce sont les seuls à pouvoir répondre à des demandes aussi précises et aussi spécifiques, exactement, je cherchais le mot, merci. Je vous en prie, vous voyez, je peux vous aider de temps en temps. Lison Decaune, on parle de l'histoire qu'on veut raconter, que les hôteliers veulent raconter en faisant appel à des artisans comme vous. Vous nous disiez que là, dans l'hôtel Bulgarie, ce que vous avez fait finalement, ça a du succès parce que c'est les 2 suites qui sont les plus vendues. Est-ce que quand vous fabriquez ces pièces, quand vous les concevez, vous vous dites ces pièces-là, elles vont faire la signature de l'hôtel? Non, quand même pas. Quand même pas. Nous, on travaille avec des décorateurs. C'est plutôt le décorateur, en fait, qui va faire la signature de l'hôtel. Quand on peut rajouter, on fait beaucoup de têtes de lit aussi pour l'hôtellerie parce que c'est assez simple, c'est pas quelque chose qui va s'abîmer. On fait peu de mobilier parce que c'est quand même plus fragile, parce qu'il y a un entretien, parce qu'il y a une clientèle qui va pas forcément être respectueuse. Oui, puisqu'il y a du passage et qu'il faut aussi penser à ça quand on est à un hôtel. Oui. Mais on a de plus en plus de demandes, effectivement, des décorateurs pour faire des murs, des têtes de lit, des portes de placard en marqueterie de paille. Donc ça reste dans l'univers de la chambre, ça reste dans l'univers de l'intime, c'est pas des pièces que l'on va placer à la réception, au bar, dans les endroits qui vont être fréquentés par l'ensemble de la clientèle, j'allais dire. Si, aussi, on fait beaucoup de chambres, mais on a aussi des demandes pour des comptoirs, par exemple, quand on arrive dans le hall de l'hôtel, pour des bibliothèques dans le bar, avec de la paille. Si, c'est en train de se diversifier de plus en plus, en fait. Et vous, ça vous plaît de, comme ça, travailler sur des projets aussi divers qu'on vous commande un jour un bar, un jour une tête de lit, le lendemain peut-être, je sais pas quoi, un luminaire ou quelque chose, ou un pan de mur? Oui, moi ça me plaît beaucoup, d'abord parce que ça donne une visibilité à la marqueterie de paille, qui est quelque chose qui est quand même... C'est une niche dans l'art décoratif, quand c'est du résidentiel. On va peut-être repasser quelques photos de ce que vous faites pour que les gens se rendent bien compte, mais allez-y, continuez à parler. D'accord, donc quand c'est dans du résidentiel, je peux pas envoyer mes clients voir le dressing de Madame X, donc pour moi le fait d'être le fait d'être dans des hôtels, c'est très important parce que ça donne vraiment une visibilité à la marqueterie de paille. Les hôtels, les boutiques de luxe aussi, c'est très important. Bon, voilà, ça c'est la suite du Bulgarie Hôtel. À droite, il y a la chambre et à gauche, il y a l'entrée. C'était un très très beau projet. Voilà, et on se rend compte donc que le pan de mur là, qui est là, c'est entièrement de la paille qui est tressée, c'est ça? Non, c'est pas tressé, c'est de la marqueterie. C'est-à-dire que c'est collé bord à bord. C'est de la paille qui vient de Bourgogne, qui est donc écrasé pour avoir un ruban, et ensuite ce ruban est collé bord à bord. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que la marqueterie de paille est quand même très typée art déco. Et comme l'art déco aujourd'hui est vraiment une référence pour beaucoup de décorateurs, nous on travaille plutôt dans des hôtels qui vont être assez typés point de vue décoratif art déco. Combien d'heures de travail pour faire ça? Alors pour vous donner une idée, 1 mètre carré, on met 4 jours à le faire. En paille droite, là c'est des éventails, donc il y a 3 mois de travail à peu près, voilà, pour ces murs-là. C'est vraiment du luxe. Oui, donc c'est pour ça que c'est réservé à des hôtels de luxe, parce que c'est cher. Jean-Michel, Lison Decaune disait la paille, elle vient de Bourgogne. Est-ce que cette espèce, j'allais dire, locavore, alors ça s'applique pas à vous parce qu'on va pas manger votre pyramide, mais en tout cas, utiliser les ressources qui sont autour, pouvoir parler du Made in France. Et quand on fait du matériel électrique, le Made in France, c'est compliqué, hein, parce que les pièces, elles peuvent pas toutes venir de France, j'imagine, etc. Est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en avant et que ceux qui font appel à vous ont envie de mettre en avant aussi, en disant, nous, on a fait travailler des gens qui bossent dans le coin, qui emploient des ressources qui viennent de France, de la région, etc., etc.
Il y a plusieurs niveaux dans cette question. Il y a bien sûr l'aspect label, entreprise du patrimoine vivant. Meljac l'est depuis 2015, est reconnue l'entreprise du patrimoine vivant depuis 2015 parce qu'on défend des métiers d'art. Chaque plaque, elle est polie, frottée à la main. Elle est donc quelque part un peu unique aussi. Heureusement, on ne met pas 3 semaines à faire chacun interrupteur parce qu'il y en a quand même quelques-uns dans une suite. Mais donc, il y a cet aspect effectivement qualité qu'on vient chercher en France, ça indéniablement. Il y a aussi derrière ces labels un aspect quand même expérience, histoire. Valérie l'a dit tout à l'heure, on vient chercher quand même, on vient chercher des valeurs, on vient chercher autre chose qu'un produit. Je pense quand on vient chercher des produits comme le nôtre. Et puis effectivement, aujourd'hui, on bénéficie sans doute dans l'ère après Covid, d'une tendance à la relocalisation. Chez Meljac, on fabrique tout en région parisienne. Donc on a une proximité avec nos clients. On a 2 ateliers, un à Villeneuve-le-Roi, un à Neuilly-Plaisance aujourd'hui dédié au traitement de surface, et Villeneuve-le-Roi où on peut faire l'ensemble des tâches. Donc c'est une grande proximité. Les hôtels parisiens sont à 30 minutes des ateliers. Donc si on a besoin de réagir, de trouver une solution, voire parfois de les faire venir et de leur montrer ce qu'on fait pour qu'ils comprennent bien la difficulté du produit, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça reste un interrupteur, tout le monde en a chez soi, et tout le monde ne comprend pas forcément comment faire un interrupteur de luxe, pourquoi des fois c'est long, pourquoi parfois il y a du délai, parce que c'est des gens qu'on doit former, ces savoir-faire on les trouve plus, donc on les forme dans nos équipes, et ça c'est très important. On va revenir sur la question de la main-d'œuvre et de la disponibilité, mais donc vous me dites, mes clients ils sont à 30 minutes de mes ateliers. Tout à l'heure, Lison nous disait qu'elle avait fait un hôtel à New York. Est-ce que ça vous interdit d'aller faire un hôtel à New York, à Dubaï ou à Singapour ? Non, bien sûr. Enfin, Meljac fait 50% de son chiffre à l'export, donc on est présent aux États-Unis. C'est notre plus gros marché export aujourd'hui. On a une filiale qui est installée là-bas. On est installé nous-mêmes depuis 2018. Donc, bien sûr qu'aujourd'hui les clients sont à l'export, mais la France reste un gage de qualité et cette proximité qu'on a et qu'on est capable de développer effectivement avec les palaces parisiens. Elle nous aide aussi à essayer de la travailler d'une manière, c'est un peu plus difficile bien sûr quand on est loin, quand on travaille à Dubaï, quand on travaille dans toute l'Europe. On est encore assez peu présent en Asie aujourd'hui pour ce qui concerne Meljac, parce que forcément à chaque fois il y a des normes électriques à développer et c'est beaucoup de travail pour que le produit puisse être accepté sur le marché. Est-ce qu'il vous est arrivé qu'il y ait des clients qui aillent à la réception de l'hôtel en disant ils viennent d'où ces interrupteurs, je voudrais les mêmes pour chez moi ? Ça nous est arrivé et on a même développé un projet, alors plutôt en résidentiel, sur un marché où on n'était pas, mais il y a une cliente qui est venue au Georges V et qui est repartie chez elle en Australie et qui nous a dit je veux la même chose. Ah, j'ai cru qu'elle avait piqué les interrupteurs. Non, elle n'a pas piqué les interrupteurs, elle a dit je veux la même chose. Sauf que c'est un peu compliqué parce que les boîtes d'encastrement, il y a tout un tas de contraintes techniques qui font que c'est pas facile de faire exactement la même chose. Mais on a quand même réussi à faire un projet en Australie sur ce... voilà. Lison de Caunes, même question, c'est une vitrine pour vous ? Il y a des clients qui sont allés dans une des suites où vous avez travaillé ou à un des bars d'hôtel où vous avez travaillé et qui ont dit c'est magnifique, qui a fait ça ? Je ne sais pas, j'espère, mais comme moi je passe toujours par des décorateurs en fait, j'ai très rarement des clients en direct. En fait, c'est un décorateur qui tombe amoureux de la marqueterie de paille, qui aime le travail que je fais. Il fait un hôtel et après il va présenter de nouveau de la marqueterie de paille à ses clients particuliers. Moi, c'est vraiment ma clientèle, ce sont des décorateurs. On parlait de la question de la main-d'œuvre. On est en train de dire que c'est un effet de mode, que c'est pas un effet de mode, que c'est une tendance pérenne. On sait aujourd'hui la difficulté qu'ont beaucoup de secteurs à recruter. Est-ce que vous, par exemple, vous avez, j'allais dire, les mains, parce que ce sont des mains, pour répondre à la demande ? Alors, on est 18 à l'atelier, donc je trouve des mains qui sont en fait formées à l'atelier, mais la plupart des salariés de l'atelier viennent d'écoles où ils ont appris la marqueterie de bois, l'ébénisterie, la tabletterie. Moi, quand j'ai commencé la marqueterie de paille il y a plus de 40 ans, c'était enseigné nulle part, donc c'était vraiment à l'atelier qu'on se formait. Aujourd'hui, l'école Boulle, Saint-Luc, Revel, il y a plusieurs écoles en France qui enseignent la marqueterie de bois et qui ont une possibilité aussi de faire un apprentissage assez succinct en marqueterie de paille. Donc vraiment, moi, mes artisans, ils sont formés à l'atelier. Jean-Michel ? Nous, ça va dépendre. Il y a beaucoup de métiers dans la fabrication d'un interrupteur, sur tout ce qui est
travail de la métallerie aujourd'hui qui se fait sur des machines à commande numérique. Là, il y a des filières de formation, on prend beaucoup d'apprentis et ça nous permet effectivement de former nos usineurs de demain dans le grade de qualité. Ceux qui vont découper les plaques de métal. Exactement, qui vont les découper, qui vont les travailler. Voilà. Et je dirais que c'est pas l'essence du patrimoine vivant de Meljac. Ce qui fait vraiment l'essence du patrimoine vivant, c'est la manière dont on va derrière travailler et traiter ce métal. Et là, aujourd'hui, il y a pratiquement personne qui arrive à connaissance. Vous avez des gens qui ont fait du vernis, éventuellement pour l'automobile et l'industrie. Le grade de qualité n'a rien à voir. Donc, on cherche des gens qui ont des bases ou pas. Et on voit les gens, surtout, qui ont l'appétence pour le beau produit, le souci de la qualité et qui vont être capables d'avoir ce sens du produit pour dire ok, ben peut-être que tu sais pas faire exactement ce dont on a besoin, mais on va te l'apprendre. Et donc voilà, pour la mise au bain et le traitement des patines de bronze, aujourd'hui il n'y a pas d'école de gens qui apprennent à faire des patines de bronze. Ça se frotte à la main, il faut pas frotter trop fort ni trop doucement. Enfin c'est vraiment et vous avez des gens qui ont la main, des gens qui l'ont pas. Et ça voilà et ça donc. Et en plus d'avoir la main, je crois qu'il faut tomber amoureux de la matière qu'on va travailler. Il faut aimer ce qu'on fait. Et moi, les artisans, je vois assez vite, au bout de 15 jours, quand ils rentrent à l'atelier, au bout de 15 jours, je vois s'ils sont enthousiastes. T'as raison. André Bousquet, il disait, un interrupteur, il doit pas seulement être beau, il doit être sensuel. Mais cette sensualité, elle commence au contact du métal, quoi. Et pour nous, en tout cas. Et j'imagine que pour toi, avec la paille, c'est pareil. Il faut tomber amoureux de cette matière pour la travailler, pour coller toute la journée de la paille. Voilà, il faut tomber amoureux. Ouais, ça peut être un peu fastidieux, mais à la fin, le résultat est absolument magnifique. Valérie, vous qui avez une vision globale de ce marché des artisans d'art, je ne sais pas avec combien d'artisans vous travaillez, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, il y a, en France, la main-d'œuvre pour répondre à l'ensemble des demandes spécifiques que peuvent avoir l'ensemble des hôteliers ou des particuliers d'ailleurs? Alors la main-d'œuvre, Lison en a parlé clairement, Jean-Michel aussi, on a vraiment, je pense, on a un problème avec la main-d'œuvre, même si j'ai le sentiment que la tendance est plutôt positive. On a eu un creux de vague il y a une quinzaine d'années. Et lorsque j'ai lancé l'agence de développement des métiers d'art et du design, il y a une dizaine d'années, on m'a pris pour une luberlue. Effectivement, les métiers d'art étaient confidentiels il y a encore une dizaine d'années. Et on va dire que l'effet Covid, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas une experte en sociologie, mais nous a fait revenir à des vraies valeurs. Et les jeunes qui, par le passé, se tourner vers l'artisanat en règle générale. Par défaut. Ils vont maintenant plus spontanément. Pourquoi ? Parce que ces métiers d'art sont revenus au devant de la scène. On parle des marketeurs, on parle des ébénistes. Et ce sont maintenant des gens, entre guillemets, je fais très attention à ce que je dis, très respectables. Et finalement, les jeunes qui ne sont pas sots, et peut-être que les collèges et les lycées, en tout cas peut-être que le corps enseignant a fait ce qu'il fallait pour les remettre un petit peu au devant de la scène et pour créer cet engouement. On est en train de suivre le même mouvement qu'il y a eu il y a une vingtaine d'années avec les cuisiniers, avec les pâtissiers. Exactement, exactement. Et maintenant, il y a encore quelques années, quand on parlait des métiers d'art, on y pensait artistes. Non, attendez, les métiers d'art, c'est une liste très précise, c'est pas une profession réglementée, mais pas loin, il y a une définition légale des métiers d'art, et donc, quand il y a quelques années encore, on disait un métier d'art, c'est un ébéniste, c'est un plumassier. Ah bon, plumassier, mais ça existe, c'est quoi ça? Eh ben oui, mais c'est ça aussi, les métiers d'art. Voilà, donc on voit que il y a une appétence de la jeune génération. Et il y a quand même 200 métiers, donc la cour de récréation est large. Hein. Je voulais vous dire aussi, par exemple, que moi, dans mon atelier, j'ai effectivement beaucoup de jeunes qui sortent des écoles, mais j'ai beaucoup de reconversions. Ouais. Des gens qui viennent d'un métier complètement différent, qui ont envie de donner du sens à leur vie et qui vont avoir des salaires moins intéressants que ce qu'ils faisaient avant, mais qui vont tous les jours venir et être passionnés par ce qu'ils vont faire à l'atelier. Donc il y a beaucoup de gens qui souhaitent cette reconversion vers ces métiers vers ces métiers d'art en fait. Il y a une petite notion de kiff dans tout ça qui est assez sympathique. Et de passion, c'est clair, parce que le luxe, c'est fastidieux. D'arriver à un niveau de détail de luxe, il y a une exigence, on recommence les produits, on y passe du temps. Donc pour passer du temps à faire quelque chose, il faut de la passion.
On va revenir à des considérations un tout petit peu plus terre à terre. Quand on travaille comme ça, des produits de luxe, quand vous allez voir un hôtel, alors forcément le Meurice, ils ont des moyens, ils sont dans l'exception et ils vous commandent des pièces uniques, mais est-ce que vous avez aussi un catalogue ? Vous arrivez et ils choisissent sur un catalogue, ou est-ce que forcément le luxe, ça rime avec commande spécifique et commande unique, Jean-Michel ? Alors, chez nous, on a les deux, forcément, parce que dans un projet, il va y avoir quelques pièces de luxe qui vont peut-être être la raison pour laquelle on va venir nous chercher des plaques très expérientielles. On parle d'hôtellerie, les plaques tête de lit, elles sont vraiment très importantes dans la chambre. Hein. Le client va forcément les manipuler. Et là, donc, aussi bien le designer que l'hôtel a des besoins très précis. Et là, on va vraiment faire des pièces sur mesure. Mais bien sûr qu'il y a des prises standards, il y a des interrupteurs standards. Et le gage de Meljac, c'est justement de produire exactement ces produits qui sont catalogues et qui pourraient être considérés comme un peu plus industriels, et ces produits sur mesure avec exactement le même grade de qualité. Et en fait, avec Meljac, on va même amener autre chose, c'est qu'il y a plein de technologies dans une chambre, des thermostats, éventuellement du contrôle d'accès à l'entrée de la chambre. Et nous, on va garantir que les métalleries vont être traitées toutes de la même manière. C'est-à-dire qu'on va enlever toutes les parties plastiques. Ça tombe bien en ce moment, le plastique n'est pas tellement en vogue. Hein. On veut des matériaux recyclables, le métal l'est, etc. Et avec du sens et des valeurs. Donc, ça sert à rien de mettre de très jolies plaques à la tête de lit si la prise en bas, elle est moche. C'est dommage, et je ne jugerai pas, parce que dans un hôtel, il y a toujours des contraintes budgétaires qui peuvent arriver. Et puis nous, on arrive un peu en fin de l'eau. C'est un peu les dernières décorations. Tout a été fait. Et quand des fois, il faut faire des efforts budgétaires, on en fait parfois les frais. Mais c'est souvent dommage parce que cette expérience, la première plaque de porte d'entrée, la manière dont on va gérer le do not disturb, ne pas déranger ou faire la chambre, c'est très important. Et donc, nous, on navigue dans les deux mondes, le sur-mesure et le produit un peu plus catalogue. Lisanne Decaune, j'imagine que pour vous, c'est un peu différent, que vous n'avez pas de catalogue et que chaque pièce que vous fabriquez est unique. Oui, on n'a pas de catalogue, on a des motifs qu'on peut proposer, mais on n'a pas de catalogue et chaque pièce, effectivement, est sur mesure parce que aucune pièce ne ressemble à une autre pièce, les motifs peuvent être différents, donc nous, on travaille vraiment à la commande. Valérie, sur la façon de travailler, Lison, elle disait qu'elle passait tout le temps par des décorateurs, que ça passait par des décorateurs, des architectes, etc. Il y a toujours cette intermédiation-là, c'est-à-dire que c'est un décorateur qui va aller chercher des artisans d'art en fonction de ses besoins spécifiques, ou de temps en temps, ceux pour qui vous travaillez, d'ailleurs je vais vous demander votre place aussi là-dedans, à vous, mais ceux pour qui vous travaillez travaillent directement avec certaines chaînes d'hôtels, avec certains hôteliers indépendants avec qui ils ont des appétences. Voilà, alors moi, les artisans d'art que je représente et avec qui je travaille, travaillent alors soit avec de la pièce unique, et donc ils vont travailler avec des particuliers. Pour ce qui est de l'hôtellerie, ce sont des demandes, on va dire, plus ciblées. On a deux cas de figure. Soit l'artisan d'art est sollicité en direct par l'hôtelier. Pourquoi ? Parce qu'il le connaît, parce qu'il l'a rencontré lors d'un salon, parce qu'il a vu une publication, peu importe. Mais là, ce sera une demande particulière et ce sera juste pour un besoin précis. Ça va être du meuble, ça va être une ou deux œuvres. En revanche, l'artisan d'art qui sera missionné par un architecte, et là, j'interviens aussi, en fait, je peux intervenir dans les deux cas. C'est l'architecte qui va me solliciter à moi pour la recherche d'artisans d'art. Et là, on va avoir un travail complètement différent, c'est-à-dire que chacun va amener son expertise, que ce soit un architecte ou un décorateur d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que l'architecte n'aura pas la même vision que moi, ou que l'agence en tout cas, des artisans d'art. Chaque artisan d'art, c'est une personne. Donc, il a une patte. Et il va travailler, Lison va travailler la marqueterie de telle façon qu'elle est reconnue pour ça. Et vous les connaissez, donc vous êtes capable de dire c'est la personne qui correspond à ton projet. Donc je ferai le lien, donc l'agence fera le lien, et
ça répondra au mieux, en tout cas. Et en tout cas, et aussi, elle va faciliter, l'agence va faciliter les rapports entre l'architecte et les métiers d'art et les artisans d'art, parce qu'il n'y en a pas qu'un dans un gros projet. Ce sont des projets, en principe, c'est un projet global. C'est pas l'agencement d'une pièce ou d'un accueil. Et donc, ça va faciliter les choses, ça va rendre les choses plus fluides, et elle répondra à une demande beaucoup plus précisément. On a bien compris votre métier. Juste pour terminer, peut-être, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez un gros projet dans les cartons ? C'est quoi le prochain gros projet dans les cartons ? Lisons. Moi, je travaille beaucoup pour les boutiques Cartier en ce moment, qui refont toutes leurs boutiques dans le monde entier. Ils en ont plus de 300. Donc, on a des très gros projets avec Cartier. On a du très beau résidentiel aussi. On a un restaurant en Californie qu'on est en train de faire, un très beau projet. Non, on a beaucoup, parce qu'on travaille sur plusieurs projets en même temps, et on a un beau carnet de commandes. Attendez, j'ai juste une question. Quand vous faites un restaurant en Californie, vous envoyez des gens assembler la paille directement en Californie, ou vous envoyez les pièces ? Tout est fait à l'atelier à Paris. Donc on reçoit les panneaux, on les recouvre de marqueterie de paille et ils repartent et ils sont posés par l'agenceur. Nous, dans l'atelier, on ne fait que la marqueterie de paille, mais tout est fait à Paris. On ne peut pas travailler sur place. Jean-Michel, prochain gros projet ? Il y a plusieurs hôtels en cours, mais peut-être un emblématique, c'est aussi c'est peut-être l'Orient Express en ce moment, parce que l'hôtellerie se déplace. Hein. Elle intègre des trains, des yachts, des bateaux. Voilà, et on a la chance de travailler sur ces projets-là où il y a vraiment des pièces assez uniques. Quand on travaille dans un truc mythique comme l'Orient Express, c'est quoi ? C'est un peu le Graal, c'est de se dire là, vraiment, j'ai atteint... Notre objectif, de toute façon, c'est d'être l'outil de pointe pour le designer, hein, que vraiment on lui laisse la possibilité de s'exprimer au mieux. Et donc là, on le suit le plus possible. Et c'est vrai que c'est quand même génial. Enfin, à raconter, à montrer, à vivre, à partager, c'est des expériences qui sont incroyables. On a la chance à Paris d'avoir quand on a fait le Lutetia, quand on a fait des choses, des projets de cet endroit, que ce soit le Ritz, le Crillon, tous ces hôtels-là, c'est quand même des lieux mythiques. Quand on voit les plaques après installées et les produits qui ont été faits, la personnalisation, chaque gravure est importante, chaque mot. Quand on fait par exemple des mandarins le mandarin oriental, ils veulent qu'exactement leurs gravures soient les mêmes partout pour que le client il revienne, il est vraiment chez lui, il connaît ses codes, il va pas chercher le moindre bouton, il va le reconnaître. Tout ce travail de détail, il est assez incroyable à faire. Moi, je rêverais de faire des panneaux en marqueterie de paille dans l'Orient Express. Ben voilà, qui était à l'époque décoré par des grands décorateurs de l'art déco. Donc, l'appel est lancé. Écoute, si jamais. Si Maxime t'entend, il y a peut-être. C'est chez Accor dans l'Orient Express. Chez Accor. Voilà, si jamais les gens d'Accor nous regardent, lisons le code. Architecte décorateur. Voilà, Valérie fera l'intermédiaire. Merci beaucoup à tous les trois. C'était absolument passionnant. Merci de nous avoir parlé de tout ça et de nous avoir monté ces très très belles réalisations. Merci à vous de nous avoir regardés. Restez avec nous sur M Studio. On se retrouve dans une petite vingtaine de minutes pour un autre sujet. Et puis écoutez, si vous avez envie de venir porte de Versailles, dimanche après-midi, il fait gris, il fait pas très beau. Ici, c'est très sympathique, il y a de très belles choses à voir. Alors venez, et puis je vous dis à tout à l'heure. Salut.